Bonjour, j'espère que vous allez bien et que ça se passe très bien. Faites vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Donc voilà, comme promis, donc on se rencontre encore sur cette jolie plateforme de savoir et de partage. Et donc le plaisir est toujours éventuellement en fait grand et grandiose de pouvoir vous rencontrer, hein, et bien sûr de partager avec vous. Alors donc aujourd'hui, je vais justement en fait, bon, avant de commencer, j'aimerais quand même bien évidemment en fait remercier tous mes amis, les personnes qui justement en fait supervisent cette plateforme et qui sont justement en fait dessus et surtout le travail d'organisation que cela leur prend. Mais également en fait voilà tous les collègues qui bien évidemment en fait interviennent et échangent avec bien sûr au fait avec vous sur cette plateforme. Alors donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de partager avec vous une thématique intéressante qui est celle des jeux de pouvoir et les jeux psychologiques en entreprise, comme dans la vie de tous les jours, et aussi comment les déjouer. Voilà. Alors, très bien. Donc, je vais commencer déjà par définir qu'est-ce que c'est qu'un jeu de pouvoir, ou qu'est-ce que c'est que les jeux psychologiques ou les jeux de pouvoir. Donc, on va commencer déjà par mettre, on va dire, le cadre conceptuel. Alors, les jeux de pouvoir actifs, parce qu'on va le voir, il y a des jeux de pouvoir actifs et il y a des jeux de pouvoir latents. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils existent, sauf que justement, en fait, ils ne sont pas affichés. Et du coup, on n'arrive pas justement en fait à dire voilà, c'est-à-dire comme quoi que justement en fait il y a un jeu de pouvoir, etc. C'est tellement latent, c'est tellement illicite qu'on n'arrive pas bien sûr à le repérer, à l'identifier et du coup à y faire face. Mais il y a les jeux de pouvoir actifs. Les actifs, ils sont là, ils sont manifestés en entreprise, comme un peu dans la vie de tous les jours. Ça peut être dans la vie de famille, la vie de couple, dans l'entreprise, pourquoi pas. Et du coup, justement, en fait, ils sont identifiables. Ceux-là, ils sont plus faciles à traiter parce qu'on arrive à les identifier. Et systématiquement, comme on arrive à les identifier, on arrive bien évidemment en fait, à y faire face. Voilà, c'est plus difficile avec les jeux de pouvoir qu'on n'arrive pas justement en fait, à identifier. Alors, les jeux de pouvoir actifs, on obtient satisfaction en attaquant. L'énergie est dans le parent, on produit des modèles. Voilà. C'est-à-dire que dans les jeux de pouvoir actifs, on a une satisfaction quand on attaque l'autre. Attaque verbale, attaque non verbale, attaque physique, mais bon, on a une satisfaction. Ça, on appelle ça un jeu de pouvoir actif. Donc, systématiquement, voilà, on va attaquer l'autre. Et puis, dès qu'il y a attaque, il y a satisfaction. Alors, les jeux de pouvoir passifs, voilà, le deuxième style, c'est on obtient satisfaction en utilisant les stratégies de la passivité. Voilà. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus être satisfait quand on va être dans la passivité et quand on va avoir des stratégies de passivité. Voilà. Donc, l'énergie est bien évidemment beaucoup plus dans l'enfant, l'état d'humain enfant. Je vais revenir à ça bien sûr ultérieurement. On reproduit les stratégies de l'enfance qui peuvent aussi être des modèles, bien évidemment, en fait, qui sont ancrés depuis l'enfance. Ils sont bien évidemment, on va dire, beaucoup plus développés chez les personnes, bien sûr, chez qui l'état d'humain enfant, il prend beaucoup plus, bien sûr, d'espace dans le schéma émotif éventuellement. Voilà. Donc, l'actif, je récapitule, c'est quand on est dans l'attaque, et donc il y a une satisfaction dans l'attaque. On est beaucoup plus dans un mode parent. Quand je dis mode parent, c'est un mode beaucoup plus jugement, mode jugement, mode bien évidemment en fait, voilà, c'est-à-dire euh, critique, voilà, et donc on est plus dans satisfaction. Et les jeux de pouvoir passifs, on va bien sûr utiliser des stratégies de la passivité, comme celles qu'on utilisait quand on était enfant, voilà, face aux parents, parce qu'on n'arrivait pas justement en fait à leur faire face, et donc il y avait des stratégies de passivité. Et ben c'est comme ça qu'on obtiendra éventuellement en fait, c'est-à-dire le pouvoir en quelque sorte. Alors donc, les jeux de pouvoir physique, cette fois-ci, ils utilisent les moyens physiques. C'est bien connu là-dessus, donc on est bien d'accord. En entreprise, comme dans la vie de tous les jours, les jeux de pouvoir physique, ça va bien sûr jouer sur le physique. Alors, les jeux de pouvoir psychologique utiliseront les ressources mentales et verbales, bien évidemment. Voilà. Alors, dans les deux cas, ils peuvent être manifestes ou éventuellement en fait grossier. Hein. C'est-à-dire que ce soit le jeu de pouvoir physique, il peut être manifeste quand tu as une personne qui fait bien l'entreprise, elle ne gère pas ses émotions et systématiquement donne un coup
un camarade, ou alors elle va bien sûr le bousculer avec son corps, etc. Donc ils sont manifestes. Ou alors, bien sûr, quand ils sont psychologiques, ils vont être beaucoup plus de l'ordre mental et verbal, et du coup, ils vont aussi être visibles, parce qu'il va y avoir de la grossièreté, des propos grossiers qui vont bien sûr se faire échanger, et systématiquement, ils sont très visibles en entreprise. Alors donc, on ne va pas faire en sorte de masquer la manœuvre autoritaire. Elle ne va pas être masquée, on ne va pas chercher à la masquer. Alors donc, ils peuvent aussi être subtils, les deux. L'efficacité de la manœuvre dépend de sa dissimulation. Le but, il est caché. Ça veut dire que on a jugé que pour être plus efficace dans cette stratégie-là, il fallait cacher la manœuvre. Et donc, c'est en la cachant qu'on va être beaucoup plus dans la satisfaction, pas en la manifestant. Et du coup, le choix, bien sûr, d'être dans un jeu de pouvoir qui est subtil et qui est caché, c'est un souci d'efficacité, bien sûr, et d'être beaucoup plus opérationnel. Alors donc, maintenant, on va s'attaquer aux jeux de pouvoir actifs. Ceux pour lesquels j'ai dit qu'il y avait l'état d'humain parent qui prenait le dessus, et du coup, ils étaient beaucoup plus basés sur la critique, le jugement agressif. Voilà. Alors donc, on va commencer par la manifestation, ou alors l'exercice manifeste du pouvoir physique, voilà, de la personne. Il comprend systématiquement, dans certains cas, on le voit, hein, ça peut être bien fait la torture, ça peut être la privation, bien sûr, de certaines choses. Ça peut être aussi une médication forcée des fois. On le voit dans certains milieux familiaux assez pervers. Ça peut être bien sûr les bousculades. On le prend des fois, on est rien que, on est en train de prendre le train ou alors le tram, etc. Et donc on a une personne dont le physique il est assez privilégiant. Et donc systématiquement, en fait, quand on a deux personnes qui vont bien sûr prendre le tram, on a une qui va bousculer l'autre par son physique. Ça, c'est un jeu de pouvoir physique manifeste. Alors, l'envoi de projectiles, pourquoi pas. Et puis, les portes claquées, voilà, au bureau, là, tu parles à quelqu'un, ou alors, et puis voilà, donc les portes claquées, les stylos, ou là, les cahiers, ou alors les dossiers qui sont bien sûr mis avec beaucoup d'énergie sur le bureau. Le but est bien évidemment de supprimer toute résistance chez l'autre, ou de l'intimider dans le meilleur des cas, parce que je sais que j'ai le pouvoir éventuellement en fait du physique, et du coup, le but est celui de l'éliminer par tous les cas possibles. Voilà. Alors cet exercice est quotidien, malheureusement. Vous qui êtes en train de me regarder aujourd'hui, c'est sûr, quand je suis en train de parler, vous êtes en train, bien sûr, de revoir certaines scènes que vous avez vécues et où, bien sûr, il y avait des personnes qui manifestaient l'exercice de pouvoir physique de façon très manifeste, éventuellement. Alors, donc, cet exercice est quotidien, même dans les périodes, bien sûr, de paix, que ce soit en entreprise ou ailleurs, et dans, bien sûr, on va dire, les meilleures ambiances où il y a le dialogue, il y a de la communication. Alors, c'est de la violence ordinaire, j'ai envie de dire, qui s'exerce contre les faibles physiquement. Voilà, les faibles physiquement. Les enfants, les vieillards, les pauvres, les femmes, voilà, etc. Les personnes différentes, des fois, hein, j'ai envie de dire, celles qui ont un handicap ou quelque chose d'autre. Alors, il suffit, bien sûr, de lire les journaux de tous les jours, hein, c'est-à-dire ce qu'on fait un peu, lire les journaux de tous les jours, pour trouver plein d'exemples où on a bien évidemment que l'exercice manifeste, bien évidemment, du pouvoir physique. L'objectif est de susciter chez l'autre la peur et la soumission. Donc, c'est ça, éventuellement, c'est ça la satisfaction recherchée. C'est comment susciter chez l'autre et la peur et la soumission. Voilà, un peu dans ce sens. Maintenant, l'exercice subtil du pouvoir physique. On a vu l'exercice manifeste du pouvoir physique. On va voir maintenant l'exercice subtil du pouvoir physique, comment il se manifeste. Alors que dans les jeux de pouvoir physique grossiers, le but est manifeste. Alors, dans les jeux de pouvoir subtils, il va être quand même caché et assez difficile à repérer. Alors, une personne va utiliser son corps pour influencer l'autre. Alors, il peut utiliser plutôt sa taille pour dominer l'autre ou envahir son espace éventuellement physique. Bon, il y a des personnes qui sont grandes de taille ou alors qui sont assez corpulentes. Et puis, elles vont bien sûr, j'ai envie de dire, saccager le territoire de l'autre, le périmètre de l'autre par leur corps. Voilà. Ben, ou alors leur voix. Il a de la voix qui porte. Et du coup, quand il parle, il va utiliser sa voix pour bien sûr, voilà, c'est-à-dire prendre de l'espace ou alors être manifeste dans l'espace. Alors, bien évidemment, en fait, les psychologues, ils ont cité des comportements qui apparaissent surtout beaucoup plus chez les femmes, comme faisant partie, bien sûr, de leur comportement assez normal. Donc, c'est comme un peu quand tu es dans un lieu public et que, par exemple, tu dois partager une place avec quelqu'un et donc il va mettre son coude sur le coudoir.
Voilà. Et en mettant son coude sur le coudoir, ben, il va systématiquement t'empêcher de toucher le coudoir. Ça, c'est un exercice subtil du pouvoir physique. Voilà. Ou alors, quand tu, par exemple, voilà, tu veux saluer quelqu'un, puis il te tient la main d'une manière assez agressive. Ou alors, voilà, donc un homme des fois qui peut saluer une femme et puis lui tient la main d'une façon un peu assez spéciale. Et donc ça, c'est aussi un exercice subtil du pouvoir. Alors, c'est aussi éventuellement, en fait, voilà, c'est-à-dire certaines formes de harcèlement physique auxquelles pourraient être sujettes certaines femmes en entreprise et puis qui émanent des hommes qui, bien sûr, ils vont bien sûr manifester des exercices voilà, subtils de pouvoir physique. Comme je disais, saluer la main d'une façon assez particulière, ou alors peut-être bien en fait faire la bise d'une façon assez particulière, ou alors peut-être bien en fait, voilà, c'est-à-dire prendre de l'espace dans l'espace de la personne de façon assez particulière. Et donc il y a beaucoup de formes de harcèlement, bien sûr, sexuel ou physique en entreprise à l'égard des femmes, et bien sûr qui viennent ou qui proviennent de cet exercice, bien sûr, subtil, physique, c'est-à-dire physique, du pouvoir physique en entreprise. Alors donc, voilà, donc le harcèlement sexuel pourrait être systématiquement un jeu physique très subtil. Il faudrait faire quand même très attention à ça. C'est un jeu physique très subtil, bien sûr, en entreprise. Au niveau social, bien sûr, les messages voilà, sont très professionnels, mais au niveau du corps, toutes les indications vont dans le sens, bien évidemment, de la séduction ou de la pression sur l'autre. Donc ça, c'est beaucoup plus vécu par certaines femmes en entreprise. Donc le discours, il est professionnel, il n'y a rien à dire, irréprochable, mais sur, bien sûr, la dimension corporelle, il y a beaucoup, beaucoup, bien sûr, d'exercices ou de jeux de pouvoir physique très subtils. Voilà. Alors donc, certains placements en entreprise, dos derrière la fenêtre, ou alors, bien sûr, intimider une personne, éventuellement par un regard assez intimidant. Voilà, c'est-à-dire regarder une personne, bien sûr, en entreprise, une femme qui regarde un homme, ou alors un homme qui regarde une femme, bien sûr, d'une manière. Ça peut être aussi être un exercice assez intimidant, bien évidemment, et qui rentre dans la catégorie des exercices subtils voilà, donc du physique subtil. Voilà. Euh, Très bien, donc j'espère que c'est bien compris. Maintenant qu'on a vu un peu les exercices de pouvoir physique, on va aller vers les exercices de pouvoir psychologique manifeste. Non pas subtil, mais plutôt manifeste. Alors, la manœuvre, elle est grossière, systématiquement grossière en entreprise. Elles sont utilisées, toutes les techniques psychologiques de domination, bien sûr, qui vont reposer sur tout ce qui est obéissance des partenaires, bien évidemment. Alors, c'est toutes les menaces qui pourrait susciter, bien évidemment, en fait, chez l'autre, non plus la peur physique, mais plutôt le doute, la peur d'avoir tort. Et ça, c'est systématiquement beaucoup remarqué en entreprise. On a des managers qui exercent voilà, un exercice de pouvoir psychologique très manifeste sur certains de leurs collaborateurs et puis qui ne leur donnent pas le droit à l'erreur ou alors qu'ils vont systématiquement en fait les malmener en cas d'erreur. Et du coup, cette personne, elle va bien sûr faire naître en elle une peur de l'erreur ou alors une peur de ne pas avoir bien sûr raison, une peur d'avoir tort. Et systématiquement, en fait, ça va créer un jeu de pouvoir très manifeste qui pourrait carrément mener cette personne à des états de burophobie ou alors de burn-out. Voilà. Ça pourrait aussi susciter les états de culpabilité chez la personne avec laquelle on travaille en milieu professionnel. Donc voilà, c'est-à-dire l'emmener ou la mettre dans une situation, dans une position où elle va être tellement responsable de ses erreurs qu'on va systématiquement la pousser à culpabiliser pour ses erreurs et donc la peur d'être dans la faute ou alors en faute. Ou alors la peur d'être un peu has-been, archaïque. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand il va parler, on va lui faire des remarques comme quoi qu'il est un peu anachronique, qu'il n'est pas bien sûr, qu'il doit se mettre à jour. Et du coup, ça pourrait susciter certaines personnes en entreprise cette peur d'être un peu has-been et d'être assez dépassé. Ou alors, systématiquement, la peur d'être abandonné, rejeté ou licencié. Voilà. Donc, il y a aussi des jeux de pouvoir psychologique qui pourraient bien sûr, voilà, se baser sur la menace qui se fait de façon très grossière et très manifeste et qui pourrait enclencher chez la personne cette peur d'être licencié, d'être abandonné ou d'être rejeté. Alors donc, ça pourrait être sous forme de promesses, ça pourrait prendre la forme bien sûr de mensonges, ça pourrait prendre la forme de certaines tentatives de persuasion. Euh, c'est une menace via la séduction. Voilà, j'ai envie de dire c'est une séduction menaçante ou alors c'est une menace séductive et séductrice.
On peut appeler ça comme on veut, mais bien sûr, c'est franchement, on menace l'autre, mais avec bien sûr, voilà, un verbal qui, bien évidemment, en fait, a priori, voilà, ne le manifeste pas. Alors, les jeux de pouvoir psychologique manifestent. Le but est de venir à bout de la résistance de l'autre sans avoir à utiliser la force physique. Systématiquement, voilà, c'est-à-dire le mettre. Merci Rachid, cher ami. Alors donc, c'est voilà, c'est-à-dire c'est systématiquement en fait euh, essayer de le démunir de taux de résistance physique. Voilà, et utiliser et ne pas avoir utilisé la force physique avec lui. Donc on va l'intimider, on va le menacer, on va le faire douter en lui-même, on va le faire culpabiliser, on va créer en lui la peur de l'abandon. Tout est bon et sans pour autant avoir besoin d'aller à la peur, voilà, à l'outil physique avec lui. Alors les moyens sont les regards menaçants, les propos mensongers, les interruptions de la parole, on ne laisse jamais continuer sa phrase, donc on va à chaque fois l'interrompre. Le fait d'ignorer quelqu'un systématiquement quand il est en train de parler ou quoi que ce soit, donc on va l'ignorer, comme s'il n'était pas là. Quand on va parler, on va systématiquement l'écarter de notre champ visuel. Donc on parle en regardant les autres, en l'écartant systématiquement de notre champ visuel. Il va se sentir voilà, complètement, on va dire, écarté et rejeté. Voilà. On peut reconnaître aussi certaines méthodes de drague en entreprise, en tout ce qui concerne bien sûr le harcèlement sexuel, mais aussi du harcèlement, voilà. Et systématiquement, le dénigrement rageur, il va être systématiquement dénigré, ça veut dire que ce soit par le regard, par le verbal, par le non-verbal, il est tout le temps dénigré dans l'entreprise. Voilà, donc je parle avec des gens sans le regarder, ou alors bien sûr, il y a des mensonges qui sont systématiquement sur son dos à lui, des regards menaçants. Et quand je le regarde, c'est avec quand même des regards menaçants. Voilà, ou alors l'ignorer complètement quand il parle. Donc quand il parle, on ne le regarde pas, voilà, on regarde ailleurs. Ou alors quand il parle, par la suite, on va switcher sur autre chose sans prendre en considération ce qu'il a dit. Voilà. Ou alors, bien sûr, le rendre opérationnel dans le discours. Voilà, ça c'était les jeux de pouvoir psychologique manifestes. Maintenant, on va voir les jeux de pouvoir psychologique, cette fois-ci subtils en entreprise. Alors, le but est caché, bien évidemment, c'est de la subtilité. Donc, le but est franchement caché. Et la majeure partie des indices échappent à l'attention. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à nous décider est-ce qu'on est sérieusement, on va dire, victime à ce jeu de pouvoir ou pas. On n'arrive franchement pas à nous décider tellement c'est subtil. Alors, et ça pourrait créer beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, mais en même temps, une tension pour laquelle on n'a pas de preuves. Parce que c'est tellement subtil qu'on n'arrive pas franchement. Ça pourrait être un peu le cas de commérage. Les gens un peu qui vont entendre beaucoup de choses qui se racontent sur elles, qui sont fausses complètement, mais beaucoup de commérage un peu dans le milieu d'entreprise sur cette personne. Alors, utilisation de certaines statistiques inventées, bien évidemment, en fait, sur la personne, une fausse logique quand on parle de cette personne et de ses réactions, ou alors quand on lui parle, il y a toujours une fausse logique dans l'appréhension finalement de ces messages. Et puis au niveau du langage, on peut aussi voir qu'il y a des obstacles à la pensée, bien, comme l'abus de négation. Donc à chaque fois quand elle va demander quelque chose, c'est pas possible. Elle demande quelque chose, on n'a pas ça. Et donc on peut pas te l'accorder. Et du coup, il demande des moyens en entreprise, on n'a pas ça pour toi. Elle demandera à être aidée en entreprise, on ne peut pas le faire pour toi. Elle demande bien sûr les moyens pour faire certaines choses, ça n'existe pas pour nous. Et du coup, c'est un jeu de pouvoir psychologique quand même très subtil, dont l'objectif, bien sûr, c'est de créer l'incertitude chez cette personne et bien sûr débrancher chez elle l'état du moi adulte. Systématiquement, on va la mettre dans l'état du moi enfant, dans lequel elle va beaucoup plus être dans le ressenti et subir son ressenti. On va systématiquement, comme j'ai dit, voilà, c'est-à-dire évacuer l'état du moi adulte, l'état de l'objectivité, de l'observation et bien sûr de la logique. Alors donc, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de fois, ça pourrait se transformer à carrément à certaines absurdités en entreprise. Donc, certains messages paradoxaux, la langue de bois, des fois, on lui dit sans lui dire, on lui parle sans lui parler, on lui donne une vérité sans donner de la vérité, ou alors de la propagande autour de cette personne, carrément faire de la propagande sur elle alors que finalement c'est pas vrai. Et puis la désinformation, bien sûr, pourrait aussi en faire partie. Lui donner de la mauvaise information pour bien sûr l'induire à l'erreur. Ce sont des jeux psychologiques très subtils, comme on dit, et le but, comme vous le voyez très très bien, est très caché.
et donc elles vont être très difficilement repérables, identifiables, mais elles vont être une source de tension. On va vivre la tension en entreprise, mais on n'arrive pas justement à nous décider si nous sommes victimes, bien sûr, de ces exercices de jeu psychologique subtil éventuellement. Alors donc maintenant, les jeux ça c'était les jeux de pouvoir actifs. Ce dont je viens de parler, ce sont les jeux de pouvoir actifs. Maintenant, je vais passer à un autre bloc qui sont les jeux de pouvoir, cette fois-ci passifs, où bien sûr, c'est la passivité qui est mise en jeu. Alors donc, l'énergie qui est mise, c'est celle de l'enfant. Comme je dis, les jeux de pouvoir subtils, ils sont hérités de l'état du moi enfant, bien sûr de l'enfance. Bien évidemment, c'est un peu, c'était dans un ancrage. On avait bien sûr un enfant avec ses parents qui essayait bien sûr d'exercer du pouvoir sur ses parents, mais avec bien sûr de la passivité, de façon très passive. Il a créé cet ancrage-là, et aujourd'hui adulte, c'est de cette même manière qu'il va bien sûr se situer dans les jeux de pouvoir ou alors dans les jeux psychologiques. Alors les jeux de pouvoir que bien sûr on a évoqué tout à l'heure, elles ont utilisé l'agressivité et bien évidemment en fait l'attaque de façon très manifeste. Alors cela, ça va être plutôt dissimulé, hein, de façon, on va dire, on va dire, très passive. Pas subtil, parce que dans la subtil, il y a de la manifestation. Pas du tout subtil, parce que c'est pas manifeste, mais plutôt très, très passif. Alors donc, ce sont des comportements de passivité, systématiquement, qui deviennent un moyen, bien sûr, de faire plier l'autre. Voilà. Il va se faire plier, alors, parce qu'on a été très passif. Voilà. Donc, comme par exemple, ne pas répondre au téléphone. Il appelle, puis on ne répond jamais au téléphone. Il va se faire à se plier. Ou alors, peut-être bien fait, on nous demande un travail et puis on ne le rend pas. Voilà. On ne dit pas non, on ne se manifeste pas, mais on ne le rend pas. Voilà. Donc, ce sont bien évidemment en fait des jeux assez passifs, un peu dans ce sens. Alors, ces comportements se retrouvent dans la vie sociale. On le voit beaucoup plus dans la vie sociale. Moi, dans les coachings que j'ai beaucoup opérés, donc on voit beaucoup plus ça, malheureusement, dans la vie de couple. Voilà, c'est-à-dire des couples qui vivent ensemble, et à un moment donné, il y a carrément un jeu de pouvoir passif qui va systématiquement, voilà, c'est-à-dire se mettre en place et qui va bien évidemment en fait créer beaucoup de tensions. Alors donc, ça peut être aussi une entreprise, une force, bien sûr, entre deux groupes, bien sûr, qui sont en conflit. Alors en premier, on fait le mort, c'est-à-dire on ne rien faire. J'aime bien cette expression, faire le mort. C'est-à-dire, on ne fait rien. Voilà. Donc, on fait des choses, il y a des choses qui se font, mais systématiquement, on ne fait rien. C'est l'équivalent un peu de la grève, mais sans arrêt de travail. Voilà. C'est-à-dire, tu lui donnes un travail à faire, ben, il ne le fait pas. Tu envoies un mail, il répond pas au mail. Tu appelles au téléphone, il répond pas au téléphone. Il fait le mort. C'est systématiquement, il est en grève, mais il n'a pas arrêté de travailler. Voilà. Ou alors l'occupation passive des lieux publics, comme bien sûr voilà, c'est-à-dire, il est là, le corps il est là, mais pas plus. Pas plus. Voilà. Il est là, il occupe son espace, mais à rien. Mais à rien. Alors donc, c'est un peu faire la grève du zèle, comme bien sûr, voilà, c'est-à-dire, ou alors, il est tout le temps en train de protester, il y a toujours de la protestation, il y a toujours de l'argumentation, il est tout le temps éventuellement en fait en train d'argumenter à l'infini. Il a toujours un argument pour tout et pour rien, et tout le temps, il est en train d'argumenter à l'infini. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et il a une excuse. Pourquoi tu n'as pas pu répondre au téléphone? Et il a une excuse. Pourquoi tu n'es pas venu à l'heure pour la réunion? Et il a une excuse. Bref, tout le temps, des arguments. En fait, tu n'arrives à rien obtenir avec lui. Et systématiquement continuel. Alors, c'est une violence, mais passive. C'est ça, en fait. C'est franchement une violence passive contre soi-même. Voilà. Donc, c'est un peu des stratégies de l'enfance, comme je dis, qui ont été bien évidemment en fait prolongées, en utilisant des jeux de pouvoir passifs pour obtenir bien sûr ce qu'ils veulent. Donc, quand ils étaient petits, c'était un peu le moyen qui leur a permis bien sûr de s'en sortir et puis de mieux vivre quand même avec leurs parents. Et puis aujourd'hui, ils sont complètement dans la best practice, voilà, et donc ils prolongent. Voilà, donc ça, c'était les jeux de pouvoir passifs. Donc, je suis sûre que tous ceux un peu qui me suivent ce matin, ils arrivent un peu à visualiser certaines situations et certaines personnes avec lesquelles ils sont aujourd'hui en jeu de pouvoir, physique ou psychologique manifeste ou subtil, ou alors jeu psychologique passif. Donc, faites très attention si vous en êtes quand même la victime. Alors donc, maintenant, on arrivera à l'essentiel. Comment déjouer, bien sûr, les jeux de pouvoir avec le triangle de Karpman. Voilà. Donc, et ça s'adresserait beaucoup plus aux managers,
Voilà, donc comment déjouer les jeux de pouvoir et le triangle de Cartman. Alors, le triangle de Cartman, vous le savez très très bien. Donc, c'est plutôt en fait un cercle vicieux où la personne, elle va passer systématiquement par les trois positions. Alors, le sauveur, c'est bien sûr, il ne peut pas s'empêcher d'aider. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on va raconter un problème à côté de lui ou alors se plaindre à côté de lui, il n'arrivera jamais à, bien sûr, s'empêcher d'aider. Il y a bien sûr le persécuteur qui critique, ironise et dévalorise tout le temps dans la critique, tout le temps dans l'ironie et la dévalorisation. Il y a bien évidemment la victime qui subit, se plaint et bien sûr s'apitoie. Voilà, et de façon continuelle. Alors, systématiquement, on a une personne qui va, dans un jeu de pouvoir et un jeu psychologique, une autre personne qui va elle-même à chaque fois chapeauter un parmi ses rôles. La personne, elle va se retrouver en train de subir un parmi ses rôles et de façon assez sine qua non, et c'est assez bien sûr vicieux. Voilà. Alors, je vais vous donner un peu, au fait, un exemple de bureau, bien évidemment, où je vais bien expliquer ce jeu de pouvoir. Par exemple, on a voilà deux personnes dans le même bureau, et puis je vais nommer un Ahmed et je vais nommer le deuxième Fouad de façon aléatoire. Les prénoms, je les ai eu quand même de façon très aléatoire. Alors donc, Ahmed qui est à côté de Fouad, alors Ahmed, ils sont dans le même bureau. Alors Ahmed, il dit, voilà, il se plaint, il se dit, ah là là, j'arrive pas à m'en sortir, mon bureau, il est archi plein, j'arrive pas franchement à me repérer, j'ai beaucoup de travail, j'ai même pas le temps d'organiser mon bureau. Il a parlé comme ça, la veille. Alors, le lendemain, Ahmed, il vient au bureau. Et là, il trouve que son bureau, il est clean, il est bien fait, bien organisé. Alors, Fouad, il lui dit, bah écoute, bon voilà, donc j'ai quand même voilà pris l'initiative. Alors écoutez, quand Ahmed il parlait hier et il disait j'arrive pas à m'en sortir, mon bureau c'est un vrai foutoir et j'ai pas le temps d'organiser, il faisait la victime. Il était en train de s'apitoyer, donc il faisait la victime. Il était dans la posture victime. Maintenant, Fouad, systématiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrangé le bureau parce qu'il a fait le sauveur. Quand l'autre l'a fait victime, Fouad, il a fait sauveur. Il a arrangé son bureau. Et du coup, le lendemain, Fouad, il lui dit, bah, écoute, j'ai quand même arrangé ton bureau. J'ai vu que tu n'arrivais pas à t'en sortir, que c'était complètement un vrai chaos. Et du coup, je l'ai arrangé. Il a fait le sauveur. Et là, Ahmed, il lui dit, non, mais tu n'aurais pas dû faire parce qu'en le faisant, tu as fait perdre certains papiers qui étaient là, bien organisés, bien rangés. Même dans ce, voilà, dans ce foutoir, j'arrivais bien sûr à repérer mes papiers. Et du coup, maintenant, quand tu as rangé, tu me les as fait perdre. Et là, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait le persécuteur. Donc, Ahmed, il a fait la victime. Fouad a fait le sauveur. Et là, Ahmed, il fait le persécuteur. Et là, Fouad, il dit, ah ben, moi, j'ai fait ça, c'était pour t'aider. Je t'ai vu en train, bien évidemment, en fait, de te, voilà, de pas t'en sortir. Et c'était un peu ma façon, bien sûr, de t'aider, etc. Et là, Ahmed, il va faire, plutôt Fouad, il va faire la victime. Il va s'apitoyer. Il va faire la victime. Et donc, Ahmed, il a fait la victime. Fouad, il a fait le sauveur. Et là, Ahmed, il lui fait le persécuteur. Et du coup, Fouad, il fait la victime. Et dès que Fouad, il fait la victime, maintenant, Ahmed, il va lui dire, bon, ça va, c'est pas grave, je vais le chercher, t'inquiète pas, je vais quand même réussir à le trouver. Il lui fait le sauveur. Vous voyez comment le tour de rôle se fait? C'est extraordinaire. Et du coup, Ahmed fait victime, Fouad fait le sauveur. Dès que Fouad fait le sauveur, Ahmed lui fait le persécuteur. Dès qu'il fait le persécuteur, Fouad, il va faire la victime. Dès qu'il fait victime, Ahmed va lui faire encore le sauveur. Pris au piège. Voilà, c'est ça le triangle de Cartman. Voilà. Et donc, ce sont un peu des relations qui sont assez usuelles, qu'on ne vit pas mal éventuellement en entreprise, mais des fois, malheureusement, même dans nos vies de famille, ou alors systématiquement dans nos vies de tous les jours. Il faudra quand même faire attention à ne pas être, bien sûr, victime dans ce sens. Alors, les jeux de pouvoir qui prennent trop souvent place, bien sûr, dans le monde de l'entreprise, et moi, je traite beaucoup plus le monde de l'entreprise, le monde de la vie, voilà, je suis plus dans le business coaching. Alors, donc, il nuit tant aux intéressés qu'à la qualité de vie au travail. Parce que quand on est bien sûr dans ce type d'attitude et de comportement, ben, systématiquement la qualité de travail, elle est touchée, foncièrement touchée. Et donc la performance de l'organisation, elle est foncièrement touchée également. Alors il est difficile bien sûr d'aborder la problématique du triangle de Cartman sans évoquer bien sûr, bien évidemment, le triangle. Donc je vous expliquais un peu le triangle, en quoi ça consiste et comment bien sûr, voilà, il se fait. Et donc vous avez compris que systématiquement, le drame s'installe et comment est-ce que le drame s'installe. Alors donc, le triangle de Cartman va devenir trois rôles. Un persécuteur qui bouscule, reproche, voire même agresse, et ce afin de s'imposer ou alors de prendre du pouvoir. Et on a une victime qui subit l'agression, se plaint ou appelle à l'aide afin que l'on prête attention à elle. Et on a enfin un sauveur qui intervient
afin de protéger ou défendre et qui ainsi apparaît comme un héroïque. Ce sont les trois rôles. Voilà. Alors maintenant, dès que le drame s'installe, et une fois ces rôles elles sont distribués, j'ai quand même partagé la mise en situation tout à l'heure, le drame peut alors commencer. Alors, ceux-ci ne sont toutefois nullement figés. Vous l'avez bien compris, parce que c'est à tour de rôle. Collaborateurs, collègues ou supérieurs hiérarchiques peuvent ainsi tour à tour, éventuellement en fait, prendre le rôle de la victime, du persécuteur ou du sauveur, éventuellement, et ce afin bien sûr d'obtenir ce qu'ils veulent. Voilà, d'obtenir éventuellement en fait ce qu'ils n'aura pas su obtenir, bien évidemment avec les méthodes normales comme la reconnaissance ou alors systématiquement en fait l'échange positif et sain. Alors maintenant, si chacun de ces rôles peut à court terme s'avérer gratifiant, le drame s'avère au final, bien sûr, délétère pour tous. Voilà, c'est ça. Si par exemple on a compris que ce jeu de pouvoir permettait bien évidemment en fait de gratter certaines choses ou de gagner certaines choses, là ça deviendra, il va se répercuter et ça il deviendra très très dangereux. Et donc essentiel d'arrêter de jouer, arrêter de jouer et d'échapper autant que possible à ces jeux de pouvoir. Filer quand on en est dans les entourages ou dans les environnements. Alors, dans un premier temps, quel est le travail à faire? Alors, dans un premier temps, et avant même de se focaliser sur la situation professionnelle à l'origine, hein, c'est-à-dire de la demande, bien évidemment, en fait, de se sortir de ce triangle de Karpman, bien évidemment, il faut déjà essayer de repérer si la personne qui est dans le centre de ce jeu de pouvoir, est-ce que c'est une situation qu'elle a toujours vécue toute sa vie, ou alors elle vient de naître, elle vient de la vivre aujourd'hui. Voilà, pour comprendre, est-ce que elle a toujours été dans ces jeux de pouvoir depuis sa petite enfance, et aujourd'hui finalement c'est elle-même qui les cherche, c'est elle-même qui va inconsciemment et spontanément se mettre dedans, ou alors c'est plutôt en fait une situation qu'elle vit aujourd'hui, un contexte particulier, bien évidemment, et qui est tout à fait nouveau, et que c'était sa façon de s'adapter à ce contexte, bien évidemment. Donc, elle n'a pas su développer, déployer les bons moyens qui lui permettent de s'adapter à cette nouvelle situation, et donc elle a été mise dans cette situation, et donc c'est un peu ça qui est ressorti, c'est un peu ça qui a permis, bien sûr, en fait, voilà, c'est-à-dire de pouvoir, bien sûr, s'adapter à cette nouvelle situation, ou alors elle a stressé dans cette nouvelle situation, c'est cette manière-là qui lui a permis de s'adapter. Ou alors, non, c'est un peu un modèle qu'elle a tout le temps repéré, qu'elle a tout le temps, bien sûr, j'ai envie de dire, repris, qui a repris à travers, bien sûr, on va dire, ses ancrages antécédents et sa vie antérieure. Et donc, identifier quel est le rôle qu'elle joue le plus au sein du triangle. Très important. Bien sûr, essayez de voir. Bon, maintenant, j'ai envie de dire que c'est très difficile de faire ça par soi-même, pour soi-même. Et donc, je recommande que les personnes qui un peu se sentent dans ce type de situation, n'hésitez pas à faire appel à un coach. Voilà. Donc, le coach va bien sûr avoir le recul nécessaire, bien évidemment, sans jugement, et qui va bien évidemment lui permettre, par le biais de l'écoute et du questionnement, voilà, de conduire le coaché, bien sûr, à reconnaître le rôle qu'il joue dans le triangle, bien sûr, de Karpman, et aussi si c'est une situation qui est actuellement vécue ou alors qui est similaire à d'autres situations déjà vécues dans sa vie, et du coup, il ne fait que reprendre, bien sûr, le modèle. Donc, il est très recommandé un peu d'avoir un accompagnateur qui pourrait, bien sûr, aider à pouvoir faire cet exercice. Très difficile de le faire soi-même pour soi-même. Alors, donc, le coach, si on a bien sûr un coach, il va amener le coaché à comprendre sa motivation. Pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés, ou alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de jouer ce rôle? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le jouer? À identifier la croyance qui l'a amené à adopter ce rôle. Il a quel type de croyance sur lui ou sur les autres qui le pousse à amener ce rôle éventuellement, ou alors adopter ce rôle, bien évidemment. Est-ce que, bien sûr, des croyances du genre « je dois obéir à ma hiérarchie », ça pourrait être ça, parce qu'il doit obéir à sa hiérarchie, il se positionne très souvent dans le rôle de la victime. Ou alors il faut être exemplaire, et parce qu'il veut être exemplaire, il se met systématiquement, bien sûr, dans le rôle du persécuteur. Ou alors il me faut obtenir les meilleurs résultats de l'équipe, et donc là, des fois, il fait le sauveur pour obtenir les meilleurs résultats de l'équipe. Ça veut dire quelle est la croyance qu'il a, et sur lui, et sur le travail, et sur, bien sûr, le collaborateur, et qu'il le met systématiquement dans cette situation. Alors, cette croyance identifiée, alors le coaché pourra alors travailler à l'assouplissement de ces croyances limitantes, bien évidemment, afin d'échapper ainsi au diktat des rôles qui sont jusqu'à présent bien souvent imposés à lui. Pourquoi imposés à lui? Parce qu'il fait ce choix de façon inconsciente et inconsciemment.
Voilà. Alors, ce travail en profondeur va viser davantage à faire en sorte que le coaché soit en capacité de repérer les jeux psychologiques dès que ceux-ci se dessinent et se manifestent, bien sûr, dans son entourage, ou alors se manifestent dans son comportement. Il va avoir cette prise de conscience, il va avoir cette présence de l'esprit qui va lui permettre à chaque fois d'identifier facilement et rapidement le jeu de pouvoir quand il est dedans, mais également de pouvoir identifier, bien sûr, le comportement quand il est en train de s'enclencher en lui. Et donc, il y a une prise de conscience, il y a voilà, cette conscience de soi qui est là, qui est manifeste et qui, bien évidemment, lui permet, bien évidemment, d'être assez vigilant par rapport, bien sûr, à sa posture en communication et, bien évidemment, en fait, au rôle qu'il est en train de jouer dans telle ou telle autre situation. Alors, le coaché pourra ainsi s'inscrire dans une relation plus sereine, franchement beaucoup plus sereine, basée sur une meilleure connaissance, bien sûr, de lui-même et de ses limites, bien sûr, personnelles. C'est extraordinaire. Ça veut dire que il va être dans une relation beaucoup plus sereine avec l'autre, une relation sans manipulation et une relation qui n'est pas toxique, très sereine. Pourquoi? Mais parce il a une conscience de lui-même déjà et de ses limites personnelles. Il connaît ses croyances, il sait la posture qu'il va bien sûr adopter de façon inconsciente, il sait quel comportement bien sûr émane de lui dans certains types de situations, dès qu'ils se sont bien sûr menacés ou autres, parce qu'il répond à sa croyance inconsciente et systématiquement en fait il va aller vers une communication bien meilleure avec les autres acteurs du jeu, à savoir ses collaborateurs, collègues ou alors les N+1. Et donc il va systématiquement sortir du triangle de Karpman en ayant bien sûr la main sur lui, et parce qu'il a la main sur lui, et parce qu'il se connaît mieux, il connaît mieux ses limites et ses croyances, il va être bien sûr en posture de s'autopiloter et de piloter son comportement en situation, bien sûr, de communication et de relation en entreprise. Alors, persécuteur, victime ou sauveur, vous allez bien évidemment, en fait, vous êtes identifié après, bien sûr, cet échange avec vous aujourd'hui. Alors, vous avez identifié l'un de vos managers ou alors l'un de vos collaborateurs ou alors l'un de ses rôles. Vous l'avez identifié en vous-même bien sûr en regardant ce live avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas si dramatique que ça. Faites intervenir une personne pour vous aider. Il faut absolument bien sûr vous en sortir. Vous allez être plus heureux, plus serein, plus productif et vous aurez des relations avec l'autre qui sont beaucoup plus créatives, plus authentiques, plus vraies et surtout plus ressourçantes. Vous serez beaucoup plus heureux en relation, heureux en travail, heureux dans la vie en général. Alors donc, un manager éventuellement qui est en capacité de repérer un jeu psychologique chez ses collaborateurs. Si vous êtes manager qui vous me regardez aujourd'hui et que vous êtes aujourd'hui en capacité de repérer un jeu psychologique chez vos collaborateurs qui s'installe, qui s'est déjà installé ou qui commence à s'installer, bien sûr, il faut faire en sorte de le désamorcer. Vite le désamorcer avant que celui-ci ne porte préjudice aux individus, bien évidemment, et à l'organisation in fine. Voilà, le désamorcer comment? Bien sûr, en dialoguant, en aidant les autres, les uns les autres à prendre conscience, bien évidemment, en fait, des jeux de rôle qu'ils ont dans la communication et dans la relation. Et pourquoi pas en faisant bien sûr appel à un expert qui pourrait peut-être dire en fait amener les uns et les autres, voilà, donc à prendre conscience de leur comportement, de leur attitude en communication et en relation, mais aussi de leurs limites, à savoir leurs croyances limitantes, qui bien sûr, voilà, les poussent à être dans une session pareille ou alors adopter un comportement de session pareille. Voilà. Donc, mes amis, j'arrive à la fin de ce live. Alors, j'espère que cette intervention sur les jeux de pouvoir et les jeux psychologiques et puis comment les déjouer, elle vous a été enrichissante et intéressante. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à mon live aujourd'hui et puis que vous accordez toujours à mes interventions auprès de vous. Je remercie mes amis et mes collègues de Qalaya Fiddar et aussi, voilà, qui aussi donnent de leur temps et de leurs énergies. Et puis, le plaisir est toujours extraordinaire de venir partager avec vous. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, mais cette fois-ci, ça va être dans l'horaire, bien sûr, mon horaire qui est normalement tous les vendredis à 14 heures. Donc, hier, je n'ai pas été disponible sur le plan professionnel et donc, j'ai dû bien sûr faire une intervention aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 14 heures pour bien sûr une nouvelle thématique qui est tout le temps dans la sociopsychologie, bien sûr, des relations et un nouveau thème, un nouveau partage. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous dis très belle journée à vous. Bon ftour et à la prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.